le chiffre qui est exceptionnel, c'est que 50% des accès sont directs sur Next. 50% du trafic, c'est des gens qui tapent Next dans leur barre de moteur de recherche ou qui utilisent les flux RSS ou qui passent par un favori. Et donc pour te donner quelques chiffres, aujourd'hui on fait un peu plus d'1 million de visites par mois et on a à peu près 4000 abonnés payants. Sachant qu'on a un abonnement à 80 € par an et qu'on ne fait plus de promo. Parce qu'un des autres phénomènes qui a flingué, je pense, Next, qui là pour le coup a été une erreur stratégique, c'est qu'il y a eu beaucoup de promotions avec des incitations à s'abonner sur des très très longues durées. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexandre Laurent, directeur de la rédaction de Next. Alexandre, bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour François, merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est un vrai plaisir. Alors voilà, en introduction, avant de parler de Next, ce média que vous connaissez peut-être ou pas. Alors c'est vrai que sous ce nom-là, c'est un nom assez récent. Ça s'appelait avant Next Impact et encore avant PC Impact. On parlera un peu de tout ça. Mais le point de départ de cet épisode, c'est de parler d'IA et d'articles écrits par l'IA. Vous avez peut-être vu que dans Google Actualité, on trouve de nombreux articles maintenant écrits par l'IA et des centaines de faux médias qui apparaissent chaque jour. Et peu de personnes semblent s'en soucier, sauf vous, chez Next. Vous venez de sortir une grande enquête en partenariat avec Libération qui fait du bruit, puisque dans cette enquête, sur laquelle on va revenir dans le détail, vous avez identifié plus de 1000 sites français remplis d'articles générés automatiquement. Donc, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer et qu'on va décrire, qui polluent les résultats de recherche, ça n'a pas plu à tout le monde, forcément, dans les acteurs du SEO, puisqu'en fait, voilà, ça lève le voile un peu sur certaines pratiques un peu sombres du SEO, et donc ils n'ont pas forcément apprécié qu'on lève le voile sur cette réalité. Donc, on va revenir sur cette enquête, mais comme je disais aussi, sur l'histoire de Next, donc un média tech indépendant. Alors j'écrivais au destin mouvementé, puisque là, déjà je l'ai dit, il y a déjà eu 3 noms, donc c'est pas anodin quand on est un média de changer de nom. Et puis voilà, de raconter un peu l'histoire de ce blog au tout départ, qui est devenu donc un des vétérans de médias dans la tech en France, aux côtés des Numérama, Clubic et d'autres que j'oublie probablement, mais tu me corrigeras probablement. Next, donc voilà, c'est un média qui s'est toujours intéressé aux transformations du web, d'Internet. C'est vraiment le point de départ. Est-ce que cette enquête, ça s'inscrit dans votre ADN ou est-ce que c'est un coup que vous avez voulu faire en parlant de ces faux sites générés par Les deux, l'IA? mon capitaine. Les deux? Non, il y a évidemment une dimension coût parce que ça a été un travail extrêmement long. C'est plus d'1 an de travail quand même, cette enquête. Mais après, oui, ça s'inscrit évidemment pleinement dans l'ADN de Next. Parce que notre mission, alors, c'est de réfléchir aux transformations non pas uniquement du web, mais de la tech, et comment ces transformations infusent dans tous les pans de la société, que ce soit la façon dont on fait la loi, la façon dont on consomme, et la façon dont on s'informe. Donc les deux. Mais en tout cas, on est en plein dans l'ADN de Next, bien sûr. Vous êtes bien. Alors, avant qu'on plonge dans l'épisode, dans cette enquête, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Eh bien, volontiers. Donc, Alexandre Laurent, à ne pas confondre avec Laurent Alexandre, mon doppelganger. Voilà, exactement. Donc, Alexandre Laurent, j'ai 43 ans, j'habite à Bordeaux, je suis journaliste depuis un peu plus de 20 ans. Je suis rentré dans la presse en 2004, à l'époque à Libération. J'ai fait un stage de fin d'études là-bas. C'était l'époque où Johan Hufnagel était le rédac-chef de Libé.fr. Ça remonte, ça va vite. Ça remonte, ouais. J'allais dire, Johan, c'était il y a 10 ans, non, c'était il y a 20 ans. C'était il y a 20 ans, on prend un petit coup de vieux. Il y avait Ludovic Blécher à l'époque, il y a pas longtemps, qui était dans la cellule web. Et c'était une période absolument géniale pour un jeune journaliste. C'est l'époque où Rothschild négociait pour rentrer au capital de Libé. Ouais. C'est l'époque où Florence Obnas était otage en Irak. Et c'est l'époque où les manifs du CPE commençaient à dégénérer et où on parlait de casseurs.
Et moi, je venais de ma province, je sortais de la fac et voilà, j'ai eu cette première immersion dans le journalisme. Ça a été génial et je me suis dit que ça serait mon métier de pour passion. Le reste de ta vie. Pour le reste de ma vie. Et il se trouve que j'ai une autre passion, c'est la tech. Et c'est ce qui m'a amené à partir de 2006 à être journaliste tech. Voilà, d'abord chez Clubic, donc qui est aujourd'hui un concurrent de Next finalement. Et j'ai été journaliste tech pendant 10 ans là-bas et Clubic a été racheté chez M6 par M6 Web en 2008 et au fil des années j'ai pris des responsabilités chez M6 Web, j'ai été rédacteur en chef d'une partie de Clubic, puis à la fin du parcours responsable éditorial de 3 sites qui étaient à audience dite masculine à l'époque, on raisonnait en termes publicitaires chez M6, donc c'était Clubic, jeuxvideo.fr, turbo.fr, avec une mission qui mixait éditorial et business. L'idée, c'était de trouver comment on concilie les exigences journalistiques et éditoriales avec des exigences business dans un contexte difficile. Donc, c'était des missions passionnantes. Ça, j'en suis parti en 2016. J'ai été vivre à Bordeaux. J'ai exercé en free pendant quelques années. J'ai fait pas mal de brand content. Donc, j'ai beaucoup côtoyé... Il faut bien manger. Il faut manger. J'ai côtoyé le monde des agences, le monde du SEO. J'ai appris plein de trucs aussi. C'était pas du journalisme pur et dur, mais c'était très intéressant. Et 2020, juste au moment du confinement, j'ai rejoint un projet de média qui se créait à Bordeaux qui s'appelle Placeco, un média économique local à destination du B2B, donc vraiment pour être lu par des chefs d'entreprise. Un projet qu'on m'a présenté from scratch, c'est Yann Buanek, le fondateur, qui a imaginé ça. Et j'ai trouvé ça génial, il m'a proposé d'en prendre la rédaction en chef, et donc j'ai fait ça pendant 4 ans. Dès le départ, quoi, day one. Ouais, dès le départ, c'était une aventure géniale, puisque... Quand tu crées le média, tu fais tout, quoi. Tu définis la ligne éditoriale, tu recrutes les journalistes, les formats. Le style, la patte, le ton. Tout. Exactement, ta carte blanche. Et moi, j'avais fait beaucoup de transformations avant, notamment de conduite du changement, comme on dit en management. Là, c'était vraiment génial de partir d'une feuille blanche. Placeco a été racheté par Sud-Ouest. On avait parlé avec Nicolas Sterckx, effectivement, un beau rachat, une belle opération. Une belle, pour tout le monde. Une belle opération, et je pense que Sud-Ouest a été malin de miser sur Placeco, qui avait un côté très agile, là où Sud-Ouest, on le sait, est une vieille maison avec tout ce que ça suppose un peu d'inertie. Et puis moi, j'en suis parti donc au printemps dernier, et j'ai rejoint Next. Je suis revenu à mes premières amours. La tech. La tech. Pour en prendre donc la direction de la rédaction. Et donc, si tu parles d'une enquête qui a duré quasiment 1 an, c'est que ça a été un de tes premiers projets quasiment ? Ou elle était déjà démarrée ? Elle était déjà démarrée. D'accord. Elle était déjà sur la table. Est-ce que tu, malgré tout, même si tu n'en as pas la paternité, tu peux nous raconter un peu d'où est venue l'idée de cette enquête ? Bien sûr, bien sûr. Donc la paternité de cette enquête et 99,9% du travail de cette enquête est à mettre au crédit de Jean-Marc Manac, pour le coup qui est un journaliste qui a une petite réputation dans le milieu, parce que c'est en France, c'est un des journalistes les plus pointus et précurseurs en matière d'OSINT. C'est ce qu'on appelle l'intelligence en open source. Exactement, la recherche d'infos en source ouverte, etc. Et il a cette capacité à aller gratter dans les recoins du web et à aller trouver des infos qui sont finalement localisables quand tu sais comment les chercher. Et en fait, ça part d'un constat qu'on a, je pense, tous fait, en tout cas quand on gravite dans la presse ou autour de la presse, c'est que au gré de notre navigation, des alertes Google ou de recherche sur les moteurs, on est tombé sur des sites dont le contenu quand même semblait un peu étrange. Tu te poses des questions. Ouais, tu te dis, il est bizarre ce site quand même, ou cet article est bizarre. Et en fait, en début d'année dernière, il a noté une accélération du phénomène. Et il raconte une anecdote qui est assez marrante, c'est qu'il est formateur aussi, il fait de la formation notamment en fact-checking. Et il a des étudiants pendant un cursus de formation, et donc un jeune journaliste qui, pendant la formation, s'absente quelques minutes parce qu'il doit mettre un article en ligne. Et ils enchaînent une demi-heure plus tard, il leur fait la présentation des quelques sites générés par IA qu'il a déjà trouvés. Et il tombe sur l'article, ou plutôt une copie de l'article que ce jeune journaliste vient de publier, mais qui n'était pas via son desk. Qui n'était pas le sien. Qui n'était pas le sien. C'est-à-dire, le journaliste met son truc en ligne et 20 minutes plus tard, au gré de leur navigation pendant le cours, il tombe sur une version plagiée de cet article. Donc ça, on va dire, c'est le déclencheur. Et c'est ce qui a fait que Jean-Marc a commencé le soir, le week-end, à compiler des listes, etc. Et il est arrivé à peu près, à l'été, il avait localisé une centaine de sites, à peu près, et il pensait qu'il y en avait beaucoup d'autres derrière. Et c'est à ce moment-là donc, que je suis arrivé chez Next, et c'est aussi à ce moment-là qu'on a décidé de passer un peu la surmultiplier sur le sujet, de vraiment investir sur ce sujet, en tout cas investir du temps. Et donc, il a commencé à gratter beaucoup plus, et on a découvert, en fait, de 100 sites. Très vite, on est passé à 500, puis à 1000, puis à 1500, et aujourd'hui, on est à plus de 2000 sites référencés. Sites français, en français. Francophones. Des sites qui écrivent et publient en français. Ok. Et comment vous avez procédé pour identifier ces sites ? Alors,
En fait, ça fait des années que des gens réfléchissent à comment est-ce qu'on peut identifier les contenus générés par IA. Et pour l'instant, tous les outils qui sont disponibles en ligne donnent assez peu satisfaction. C'est d'ailleurs un vrai problème dans le monde de la formation, par exemple. C'est difficile de savoir si une copie d'étudiant a été passée via ChatGPT ou autre. Voilà, ouais, parce que si tu es un petit peu malin, tu enlèves les quelques scories qui font qu'on détecte. Et même, il y a des manières de prompter. Enfin, j'ai vu passer des gens qui montraient comment entraîner justement le prompt à ce que le résultat n'ait pas l'air fait par une IA générative. Ça, on va en reparler parce que c'est probablement le cœur du problème. Là, aujourd'hui, le phénomène, il est encore assez visible. Mais en tout cas, la conviction de départ de Jean-Marc et qu'on a partagé avec le reste de la rédac, c'est que finalement, la méthode artisanale était probablement la plus efficace à date, compte tenu de l'efficacité toute relative des outils de détection automatisés. Okay. Donc en fait, il a vraiment pris son bâton de pèlerin et il a navigué beaucoup sur des sites peu utiles. Ouais. Mais voilà, et il a vraiment listé. Et en fait, on a déterminé une série de critères qui sont autant d'indices te permettant de supposer que le contenu a été généré par IA. C'est assez rare les cas où on peut le prouver de façon absolument certaine. Et c'est probablement la limite la plus attaquable de cette enquête, c'est qu'on peut pas toujours, on peut parfois, mais on peut pas toujours démontrer avec une certitude absolue que le contenu est généré par IA. Donc il y a vraiment plusieurs niveaux. Il y a le cas où c'est inattaquable parce que, par exemple, il y a des réponses du prompt, des éléments de mise en forme, des balises, etc. Des balises et tout qui transparaissent dans l'article final. Donc là, ça se voit sur les sites qui sont les 100% automatisés, il n'y a aucune relecture, ça arrive de temps en temps. Ça, c'est le premier niveau. Il y a un autre niveau qui est très difficilement attaquable, c'est celui de la volumétrie de publication. Quand un site publie des centaines d'articles par jour, alors qu'il est géré par une boîte, par une auto-entreprise. Oui, qui n'est pas la commission paritaire, donc tu sais qu'il n'y a pas de journaliste, etc. C'est peu probable que ça ait été fait par des humains. C'est ça, en tout cas, on va dire c'est un indice. C'est un indice. C'est un indice quand même assez convaincant. Il y a ça, il y a la façon dont les rédacteurs sont présentés. C'est qu'aujourd'hui, dans les guidelines de Google News et de Google Discover, il faut que les articles soient signés. Et donc, il y a énormément d'éditeurs de sites qui n'ont pas forcément de rédaction en interne et qui créent des faux profils pour ça. Et c'est le cas aussi pour les sites générés par IA. Un faux profil, ça se reconnaît. Par exemple, la photo qui est mise sur le profil, il y a des outils en ligne qui permettent de voir si c'est une photo générée par IA ou pas. C'est encore un indice. Même sur un visage croppé, tout simple, etc. Ouais. Okay. Il y a des sites qui listent, d'ailleurs qui sont des banques d'images générées par IA qui te permettent de vérifier si le portrait n'a pas été pioché ou généré par une IA. Donc, encore une fois, un indice assez concordant. L'absence de mention légale, tu évoquais la commission paritaire, c'est pareil, évidemment l'absence d'agrément CPPAP. Quand le site se présente comme étant un organe de presse, s'il n'a pas d'agrément, c'est un indice supplémentaire. S'il est hébergé par quelqu'un au Venezuela alors qu'il produit 500 articles par jour en français, c'est un indice supplémentaire, etc. Et donc, avec cette liste d'indices, on arrive à catégoriser, en tout cas à l'échelle d'un article, on arrive assez facilement à déterminer si oui ou non il a été généré par une IA. Un autre indice qui ne trompe pas, c'est celui de la citation qui est piochée dans un article et qui est réécrite. Tu vois, un journaliste humain, oui, c'est pas ça. Quote, c'est une citation, tu sais, Si tu plagies l'article, tu reprends la citation telle quelle. Pour mot, quoi. Et voilà. Sauf que le principe d'une citation. Exactement. Sauf que l'IA, elle fait pas cette distinction-là. Elle travaille sur le champ sémantique global et tout, et donc elle déforme. Elle attribue quand même des propos à la personne qui est citée dans l'article, surtout si ton prompt demande de garder des citations, mais elle va déformer la citation. Ça, c'est un indice qui est pareil, une quasi-certitude. Ouais. Ou alors il faudrait vraiment des journalistes très très mal formés. Très très mal formés. Et c'est quoi alors les principales découvertes de votre enquête ? Je pense que le principal enseignement, et ce qui nous a convaincus d'ailleurs d'essayer de donner un peu d'ampleur à cette enquête, c'est de voir que certains de ces sites arrivaient à générer des audiences qui étaient vraiment significatives et arrivaient à vraiment truster la place de médias, on va dire, plus légitime, je dis pas juste légitime, mais en tout cas plus légitime, sur Google Discover, sur Google News, qui est quand même censé... Google News, tu te dis, c'est un moteur de recherche pour de l'actualité générée par des médias. Oui, c'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est censé être quelque chose d'assez fiable, quoi. Exactement. C'est la curation d'articles. Voilà, tu t'attends à ce qu'il y ait un filtre, ça veut dire je recherche parmi des organes de presse, quoi. Et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et c'est finalement la récurrence avec laquelle on commençait à avoir des résultats arriver comme ça dans les résultats de recherche, c'est ça vraiment qui nous a alarmés.
Et on a gratté un peu, on a cherché les classements, c'est SimilarWeb par exemple, qui fait des classements des sites à plus fortes audiences. Alors, c'est pas du tout comme l'ACPM, c'est des outils qui fonctionnent un peu différemment. C'est de la comparaison, etc. Mais c'est pareil, c'est des indices Exactement. qui permettent d'avoir des fourchettes, des estimatifs. Exactement. Et ça donne des audiences qui sont pas très intéressantes en valeur absolue, mais par contre, les valeurs relatives sont assez fiables. Et on a vu certains de ces sites, GenIA, comme on les appelle, se hisser dans le top 100, dans le top 500 des sites français. Okay. Tu vois, ça, pour nous, ça a vraiment été on va dire le trigger, le déclencheur. Quoi. C'est pas juste une expérience dans un coin, parce que j'avais reçu par exemple Harry Kutz qui avait fait des sites de GenIA, mais alors lui c'était plus une espèce de POC, Proof of Concept, et c'était absolument pas monétisé, etc. C'était plus pour... Donc là, c'est plus que ça, c'est des sites qui marchent bien en termes d'audience. Et alors évidemment, je pose la question, même si elle est un peu candide, pourquoi ils font ça? C'est du business. C'est évidemment. Alors, c'est une des raisons. Ouais, alors c'est une des raisons. C'est-à-dire, aujourd'hui, je pense que en tout cas, la majeure partie des cas qu'on a recensés, c'est du business. Le problème, et on en parlera, c'est qu'au-delà du business, il y a d'autres usages qui sont possibles, il y a d'autres dérives qui sont possibles. Mais il y a le business, il est à 3 niveaux principalement. Le premier, c'est de l'affichage de pub. Concrètement, il y a du Google AdSense et puis tu gagnes quelques centimes. Quelques centimes par millier de pages vues probablement, parce que c'est évidemment des pubs à très faible, le CPM est très très bas, etc. Donc ça, c'est un premier niveau, ça peut générer quelques revenus. Quand tu fais quelques centaines de milliers de visiteurs, l'air de rien, tu peux gagner quelques centaines, quelques milliers d'euros. Il y a un deuxième niveau, c'est l'affiliation. Un grand sujet chez tous les médias aujourd'hui. Tous les médias font de la recommandation de produits, des guides d'achat, etc. Parce que l'affiliation, donc cette mécanique qui fait quand on est l'intermédiaire et qu'on amène un internaute vers un marchand, on touche une commission sur le prix du produit qu'il achète. Ça, c'est beaucoup plus lucratif. Et ça, c'est une des chasses gardées du SEO au départ. Les référenceurs, ils sont très très bons là-dedans. Ils font des guides d'achat sur les cafetières et ils te présentent des super classements. Voilà les meilleures cafetières du marché. Et évidemment, ils gagnent parfois beaucoup d'argent avec ce genre de classement. Donc ça, l'intelligence artificielle là-dessus te permet de multiplier les guides d'achat. Tu peux en sortir des dizaines, des centaines. D'avoir un beau tableur Excel avec les références, la marque, le nom du produit, et c'est parti, quoi. Exactement. Donc ça, c'est un deuxième niveau de monétisation. Et il y en a un troisième qui est aussi lié au monde du référencement, c'est qu'on fait beaucoup de ventes de liens dans le monde du référencement. Ça s'appelle le netlinking. Ça part de cette idée que pour qu'un site soit bien référencé, il faut qu'il y ait des liens qui pointent vers lui. Des liens entrants. Exactement. Que d'autres sites renvoient des liens vers le site, ça montre qu'il est référent et qu'il est de confiance. Exactement. C'est la mécanique un peu de base du fameux PageRank, le classement qui classe les résultats de Google. Alors ce PageRank, il a beaucoup évolué, il évolue d'ailleurs en permanence, mais en tout cas le lien a toujours une importance et il y a une véritable petite industrie qui s'est mise en place autour de la vente de liens. Et donc il y a des liens à très fort potentiel qui sont vendus très cher, et là en général c'est des contenus plutôt haut de gamme qui vont être faits par des humains, mais il y a aussi le tout venant, des liens qui sont vendus quelques euros, quelques dizaines d'euros, et là-dessus évidemment, encore une fois, l'intelligence artificielle générative te permet de passer à une échelle industrielle très facilement. Ouais, et tu parlais justement de milliers de sites, est-ce que vous avez été surpris par l'ampleur du phénomène ? En fait, on pourrait imaginer effectivement qu'il y a eu quelques malins qui trouvent un peu ça, mais là, on parle de 2000 que vous avez identifiés, il y en a potentiellement plus. En fait, il y en a probablement beaucoup plus, et je pense qu'on n'arrivera pas, parce que comme on le fait de façon artisanale, on n'arrivera pas à évaluer la totalité de l'iceberg. Et en fait, d'ailleurs, c'est pas vraiment notre objectif, parce qu'on cherche pas à nettoyer le web, c'est pas du tout notre mission. Nous, notre mission, c'est d'informer et de sensibiliser nos lecteurs, de leur dire ça existe, fais gaffe, parce que quand un contenu a été généré sans supervision humaine, il n'a pas tout à fait la même valeur que quand il émane d'un journaliste, même si un journaliste peut être faillible et critiquable et tout ce qu'on veut. Mais donc ce volume, on a découvert en regardant de plus près les chiffres que revendiquent certaines agences web, par exemple. Il y a des agences spécialisées dans le référencement qui te disent qu'elles gèrent en direct 1000 ou 1500 sites. Tu vois, donc les 2000 qu'on a listés aujourd'hui, c'est probablement vraiment une phase très émergée de l'iceberg. Il y en a peut-être des dizaines de milliers aujourd'hui. Et c'est quoi ces sites, pardon c'est des sites qu'on ne connaît pas, avec des URL qu'on ne connaît pas, des noms de domaine qu'on ne connaît pas et qui sont montés de toutes pièces juste pour prendre la place d'eux? Alors, il y en a beaucoup qui sont faits comme ça, mais il y en a aussi beaucoup qui reprennent des noms de domaine qui ne sont plus utilisés, ce qu'on appelle les expirés. Et c'est le cas dans la presse tech, par exemple. Il y a des... ça parlera peut-être aux geeks qui nous écoutent, il y a des sites comme Matsby ou 59 Hardware qui étaient des sites concurrents de Next il y a 15 ans. Et puis c'est des sites qu'on fermait pour une raison ou pour une autre. Le nom de domaine un jour s'est retrouvé disponible, mais aujourd'hui il a été repris par quelqu'un
qui l'exploitent pour faire du contenu généré par IA et qui capitalisent à la fois sur la marque, finalement, parce que Madbee ou 59 Hardware, ça parle à des gens qui ont été intéressés par l'actu tech il y a un certain temps. Et c'est des domaines qui ont une antériorité vis-à-vis de Google, donc ils ont déjà un poids. Par exemple, ils sont déjà référencés dans Google News. Et ça intéresse évidemment beaucoup les gens qui cherchent à monétiser des audiences grâce à l'IA. Et ça vaut cher, c'est pas le sujet, j'imagine que c'est très variable, mais j'imagine que c'est plutôt malin de racheter un nom de domaine qui est déjà référencé sur Google News, quoi. Bien sûr, c'est très malin, et il y a des référenceurs qui s'en sont fait une spécialité. Et en fait, le prix du nom de domaine varie en fonction de la qualité du domaine. En gros, plus le domaine a une forte notoriété, plus il a de liens entrants, finalement, parce qu'il avait un historique très très riche, et plus il se vendra cher. D'accord. Donc il y a des outils SEO qui permettent de mesurer en fait la popularité d'un nom de domaine, et en général, le prix est calculé en fonction de ça. Ok, et donc j'en ai vu certains vous en parler, on trouve un peu de tout sur ces sites, tu l'as dit, il y a des contenus volés, tu parlais de l'exemple là, de ce jeune étudiant, des contenus mal traduits, certains entièrement générés par IA. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris là-dedans ? Ce qui nous a le plus surpris, je peux dire moi ce qui m'a le plus inquiété, c'est de voir notamment des contenus liés à la santé, par exemple. Je ne sais pas si tu te souviens de cette anecdote, je crois que c'était Gemini, l'IA de Google, qui en Australie avait suggéré de mettre de la colle dans une recette de pizza. Ah oui, effectivement, je me souviens de cette anecdote. Voilà, plein de gens avaient relayé ça comme étant, regardez l'IA, comme elle déraille, on ne peut pas lui faire confiance. Et évidemment, là, c'est tellement gros que ça passe, enfin que personne ne va le faire, a priori. Que personne ne va le faire, mais la santé, c'est un domaine qui est extrêmement lucratif sur Internet, parce qu'il y a notamment des mécaniques d'affiliation qui peuvent être super lucratives. Tu vois, le lead pour une mutuelle santé, par exemple. Ouais, c'est quelques centaines d'euros, je sais pas. Ouais, ça peut payer, c'est ça, en dizaines, voire en centaines d'euros. Ça pouvait se vendre très très cher. Et voilà, et donc, c'est tentant, je pense, pour un éditeur de site qui n'a pas forcément beaucoup de scrupules, tu vois, de générer beaucoup de contenu autour de la santé. Sauf que la santé, si tu donnes des conseils qui sont hallucinés par une IA, parce qu'on rappelle, les IA génératives, elles fonctionnent de façon probabiliste. Ouais. Elles ne comprennent pas ce qu'elles disent. Ce n'est que de la probabilité. C'est que de la probabilité. Et donc, elles peuvent tout à fait te dire des conneries, elles peuvent te conseiller je sais pas, un médicament alors qu'il ne faut pas le prendre. Tu vois. Et donc, moi, je trouve qu'il y a une dérive là-dessus que je trouve très, très inquiétante. Et le deuxième phénomène qui m'inquiète beaucoup, à la fois en tant que journaliste et en tant que citoyen, c'est que je trouve qu'on est dans une époque où il y a déjà une défiance très très forte vis-à-vis des médias. Ouais. Et le fait d'avoir dans l'environnement médiatique au sens très très large des sites qui du coup soulèvent tous ces risques, je pense que ça dégrade encore finalement le rapport qu'ont les internautes avec les sources d'informations en ligne. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui m'inquiète. Ouais, ça, c'est un impact direct. Notamment parce que ça peut être faux. Et puis, ça prend, je disais tout à l'heure, c'est que ça prend la place aussi d'autres articles de vrais médias qui ne sont pas forcément, eux, bien référencés ou etc. Donc, alors, bien sûr, il y a ce côté économique, finalement. Ouais. Ce côté économique qui est que, bien sûr, il y a un volet économique et juridique, en fait. Le premier point, c'est celui du plagiat. Et là, pour le coup, c'est illégal de plagier des contenus. Et donc, il y a un vrai sujet juridique. Et puis, bien sûr, il y a un sujet économique. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, qui se battent pour équilibrer leur modèle économique et donc qui tentent des diversifications. Et on sait par exemple que Discover ou News, c'est des grosses sources de trafic pour les médias aujourd'hui. Voilà. Et justement, les contenus générés par IA, ils sont souvent optimisés pour aller dans Discover. Et tu vois, j'ai écouté récemment, tu as reçu l'Humanité. J'ai été effaré quand j'ai entendu que le trafic de l'UMA reposait à 50% sur Discover. Tu te rends compte, la relation de dépendance est absolument dingue. Et moi, j'ai beaucoup d'alertes et de flux RSS dans mon univers, qui est celui de la tech. Et il arrive parfois que je vois une info tomber, je sais pas, parce qu'elle est relayée par TechCrunch ou parce qu'il y a un communiqué de presse qui tombe de Nvidia. Et en quelques minutes, je vois une alerte sur Google News en français d'un site généré par IA qui reprend cette info. Moi, elle est même pas encore entrée dans notre back-office, dans notre workflow de rédac, savoir est-ce qu'on le traite, est-ce qu'on le traite pas. Que tu as déjà sur Google Actu. Et voilà, et tu as déjà des sites qui sont positionnés sur Google Actu ou sur Discover avec des titrailles super aguicheuses, donc probablement totalement fausses, uniquement sous forme de questions, etc. Donc on est au niveau 0. Ouais. Mais cette concurrence, elle est là. Et ça, évidemment, ça d'une certaine façon, ça phagocyte le modèle économique de médias qui essayent de faire leur boulot plus proprement. C'est terrible, c'est vraiment lose-lose, quoi. C'est-à-dire que effectivement, c'est en termes de confiance,
Tu peux avoir des fausses informations, ça vient piquer donc le pain des médias sérieux, etc. Donc ça a quand même un gros impact. Et pardon, mais Google, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-dessus? Parce que j'imagine que si vous l'avez vu, ils l'ont vu, c'est la base un peu de leur business quand même quelque part. Donc pour eux, il y a un énorme danger là-dessus. Alors là, évidemment, Google a un rôle terrible à jouer là-dedans, parce que c'est lui, finalement, un peu le gardien. L'arbitre, quelque part. L'arbitre, exactement. La fin du match, à un moment donné, en disant, écoutez, si vous n'êtes pas CPPAP, j'en sais rien, ou à une espèce de certification, pour que... Alors après, tout le monde ne peut pas être à la CPPAP, mais c'est pas non plus si compliqué que ça d'être à la CPPAP. On ne demande pas forcément d'avoir des journalistes, etc., mais au moins certifier un minimum les sites. Google pourrait probablement faire le ménage. Alors, ce qui est sûr, c'est que Google a forcément connaissance du problème. Nous, on a évidemment contacté Google dans le cadre de cette enquête. Il a fallu 2 mois pour qu'on ait une réponse, et on a eu une réponse, on va dire de circonstances, mais qui ne répondait pas sur le fond, un peu langue de bois, exactement. Aux États-Unis, il y a NewsGuard. Tu as reçu Shin Labé il y a quelques semaines, quelques mois. Je me souviens pour NewsGuard en France, qui fait évidemment beaucoup de travail de sensibilisation là-dessus, et il va de soi que ce travail, il est étudié de près par Google, par Microsoft, par tous les acteurs de la recherche en ligne. Donc, je ne conçois pas que Google ne puisse pas avoir missionné un groupe de travail sur le sujet et qui se charge de dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que justement on siffle la fin de la récré ou pas ? J'aurais tendance à penser, mais ça n'est qu'un avis personnel qui n'engage pas Next, que pour l'instant Google est dans une optique de gestion du risque. Et aujourd'hui, les bénéfices sont probablement considérés comme supérieurs au risque. Et donc, il n'y a pas besoin, du point de vue de Google, de siffler la fin de changer les règles pour l'instant. Donc, tant que les médias ne s'emparent pas vraiment du sujet en se disant, enfin, en tout cas, où se fédèrent, je ne sais pas comment, mais ils changeront pas forcément, quoi. C'est aussi un gros risque, mais encore une fois, c'est plutôt drivé par le profit. Donc, si comme tu l'as dit, c'est une gestion du risque. S'il y a plus de profit que de risque, peu de chances que ça change. Je ne sais pas si c'est une coalition des médias qui serait le déclencheur côté Google. Si, par exemple, les chiffres d'audience de Discover commençaient à baisser, parce que grosse perte de confiance, parce que en fait les gens se disent non mais c'est de la merde, ce qu'on lit et c'est pas fiable, donc j'arrête de m'informer là. Exactement. Là ça bougerait. Je pense que ça bougerait plus vite, ouais. Le business quoi. Eh oui. Quelque part. L'enquête a quand même fait réagir, pas côté Google donc apparemment, mais notamment dans la communauté SEO. Pourquoi ? Alors oui, elle a fait pas mal réagir dans la communauté SEO. Je pense que tu connais le dicton « vivons heureux, vivons cachés ». Je pense que dans le monde du référencement, alors d'ailleurs, c'est important de le dire, c'est que l'automatisation de la production de contenu, c'est pas du tout nouveau dans le monde du référencement. Ça existe depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ça existe depuis très longtemps dans le monde des médias. Ouais. Je sais pas si tu connais Deloupi de Syllabs. Oui, Claude Syllabs. Syllabs faisait... Malheureusement, la boîte a fermé. La boîte a fermé, mais je pense qu'on devait être aux alentours de 2010 par là, et il proposait déjà de la génération... Pour les résultats d'élection. Exactement. Et moi, je me souviens d'avoir rencontré Claude pour des fiches de comparateurs de prix, pour automatiser la production de texte. Ce qui était hyper malin, parce que quelque part... qui a envie de rédiger des milliers de fiches produits. Bien sûr. Donc, ça avait du sens. Voilà. Et donc, d'ailleurs, le monde du SEO, avant, faisait beaucoup ça à Madagascar. C'est connu. Les petits chemins, les rédacteurs offshore payaient beaucoup moins cher que les rédacteurs français. Et donc, il y a déjà aussi beaucoup d'automatisation. Je sais, en 2016, sur un petit projet perso, j'ai fait de l'automatisation dans WordPress, par exemple, de traduction. Il y avait un plugin WordPress qui te permettait, tes articles en français, il te les ressortait en anglais, et tu avais sur un autre domaine, tu avais une version anglaise de ton site. Ça marchait. C'est juste que relativement bien, quoi. La traduction était de mauvaise qualité, donc moi j'ai tout de suite arrêté, parce qu'en plus c'était plus un test qu'autre chose. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas nouveau. Et je pense par contre que ce qui n'a pas plu à certains référenceurs, c'est qu'on montre justement la dimension industrielle du phénomène. Parce qu'en montrant cette dimension industrielle, fatalement, on attire l'attention. Alors, de Google, je pense que l'attention était déjà portée, mais des médias qui sont susceptibles de se plaindre, et ils commencent à se plaindre, Confère la tribune de la PIG récente, là, sur la façon dont il faut monétiser l'utilisation des contenus de presse par les modèles. Confère la plainte déposée par Libé et 40 médias contre un site, justement, de GenAI qui s'appelle le NewsDFR. Donc voilà, ça ne plaît pas. Et puis, il y a un côté, c'est ça, on vient mettre un coup de projecteur sur une pratique qui fonctionne parce qu'elle est discrète. Et parce que justement, elle fonctionne, l'affiliation... dont il tire profit. Exactement. Et tu vois, quand tu fais des comparatifs produits générés par IA,
ça fonctionne parce que les gens se font avoir. Parce qu'ils se rendent pas compte que c'est un contenu qui est... Ça veut pas dire que ton contenu peut être fiable, en fait, s'il a été relu et tout ça, mais en tout cas, ils le prennent un peu pour argent comptant. Et donc voilà, en mettant un coup de projecteur là-dessus, finalement, on vient un peu gripper cette mécanique qui est ultra lucrative. Parce qu'il y a un autre truc qu'on a montré. On a fait un test, c'est Sébastien Gavois, qui est le rédacteur en chef de Next. Il s'est donné 2 heures pour créer un site généré par IA. En 2 heures, on a un truc qui tourne sous WordPress et qui crache plusieurs centaines d'articles par jour. 2 heures, montre en main. Ouais, c'est dingue. Et le site tourne toujours, d'ailleurs. J'ai pas le lien en tête parce que c'est un domaine un peu tordu, mais ça coûte, je sais pas, 2 euros par mois ou 3 euros par mois pour... De tokens pour générer... Voilà, c'est ça, de tokens et d'hébergement, c'est virtuellement gratuit. Ouais. Et on a ce truc qui tourne. Et il l'a mis sur pied en 2 heures. C'est fou. Donc effectivement, ça fois des milliers, etc., c'est plutôt lucratif. Ça n'a évidemment pas plu. Et alors par contre, ce qui moi m'a un peu chagriné là-dedans, c'est que les réactions qu'on a reçues relevaient un peu du sophisme, parce que l'argument qu'on a le plus souvent lu sur les réseaux sociaux, c'était mais en même temps, les journalistes, vous faites déjà de la merde entre vous. Pardonne ma vulgarité, mais vous passez déjà votre temps à vous copier les uns les autres. Et c'est vrai, il y a beaucoup de reprises, de bâtonnage. Il y a beaucoup de contenu bas de gamme dans la presse web. On va pas se mentir. Mais par contre, je trouve que le raisonnement n'est pas bon. C'est pas parce que des journalistes se reprennent entre eux, effectivement, et se citent parfois plus ou moins adroitement, que ça donne le droit d'industrialiser le pillage de ces contenus-là. Ouais, c'est clair. Et vous avez eu des réactions, donc en dehors là, de certains acteurs du SEO, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, c'est vraiment un monde particulier dans l'affiliation, le netlinking, etc. D'autres médias, donc Libération était partenaire, ce qui vous a donné quand même une belle caisse de résonance de cette enquête. Est-ce que d'autres médias vous ont soutenu? Vous avez reçu des réactions par rapport à cette enquête? Ouais, on a reçu pas mal de réactions positives. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a plusieurs médias qui nous ont sollicité en proposant de creuser certains aspects. Notamment, il y a des médias locaux qui se sont dit, on a repéré que certains des acteurs, justement spécialistes de cette production de contenu à la déontologie douteuse, sont sur notre territoire. C'est déjà des entrepreneurs qu'on avait un peu dans le viseur parce qu'on pense qu'ils magouillent sur tel ou tel aspect, etc. Ouais. Donc, est-ce qu'on pourrait collaborer d'une façon ou d'une autre ? On a eu une collaboration avec Arrêt sur Image récemment sur un groupe média, pour le coup, qui est édité par un type qui se revendique journaliste, qui est directeur d'une école de journalisme et qui utilise sans complexe de l'IA générative, y compris en pillant des articles de confrères. D'accord. Donc là, on a fait un article croisé. Puis après, on a eu beaucoup de reprises, donc qui nous font évidemment super plaisir. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour dire que nous, on est évidemment très ouverts à toutes les collaborations possibles autour de ce sujet-là. On pense qu'il y a une matière, il y a un gisement dans lequel on peut encore aller chercher des angles. Et il y a vraiment matière à information et à sensibilisation, parce que je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre sur ce sujet-là. Ouais, c'est clair. Et donc là, tu parlais d'un média avec un mec directeur d'une école de journalisme, qui est un peu surprenant. Il y a des médias... classiques qui utilisent. Alors, tu vois, ça va être les frontières, parce que moi, je pense qu'on peut utiliser de l'IA générative dans de l'aide au journalisme, etc. Bien sûr. Et tu peux être tenté, à un moment donné, dans un petit média, de te dire, allez, pour remplir un peu les colonnes, etc. Ouais. Allons-y. Il y a des médias, vous avez repéré des médias qui ont pignon sur rue, pour le coup, qui en abusent. Ouais. Je sais pas où on met le curseur, d'ailleurs. Tu vois, ce que l'idée, c'est pas de faire du name and shame non bien plus, sûr. Mais il y en a qui en abusent. Oui, on en a repéré un, et c'est marrant que tu me poses la question, parce que on l'a repéré il y a vraiment quelques jours. Un média de PQR dans l'ouest de la France qui a fait un bond assez spectaculaire dans le classement ACPM ces derniers mois. D'accord. Alors qu'il n'y a pas de raison, normalement... En tout cas, il n'y a pas eu une explosion démographique sur le territoire concerné. Et il se trouve que ce média, il a quasiment doublé son audience en quelques mois. Et en passant dessus, par hasard, on a découvert que sur certaines rubriques, pas du tout d'infos locales. Ouais, sur de l'Evergreen ou des choses un peu plus exactement, larges. Sur des sujets très conso, très propices à reprise dans Google Discover, qui avaient des contenus qui présentaient certains indices. Voilà, dans vos faisceaux d'indices, dans ceux dont tu parlais tout à l'heure, ça cochait un certain nombre. Ouais, là, ça cochait suffisamment de cases pour qu'on n'ait pas de doute sur le fait qu'il y a de l'IA utilisée de façon grossière. Et qui n'était pas présenté comme étant généré par de l'IA, ni assisté, ni quoi que ce soit. Non, c'est là, en fait, la limite, quelque part. Mais tu vois, je pense que le dire, l'annoncer, ce que tu disais, mais il ne faut pas qu'il y ait un flou, et c'est là où ça devient dangereux.
moi, à titre perso, et nous, Next, en tant que média, on n'est pas du tout opposés à l'IA. Enfin, on est un média tech, on adore la tech, on adore l'innovation. Et moi, je trouve que l'IA, c'est absolument génial. Enfin, je suis peut-être le premier fan de l'IA. De tout ce qui se passe. Mais nous, évidemment, ce qu'on redoute, c'est l'utilisation non responsable. Bien sûr, c'est ça la dérive. Et tu parlais d'Harry Coutts tout à l'heure. Tu vois, notre extension ne flague pas, parce que donc on a une extension pour navigateur, pour détecter les... Pour vous, ou que vous avez publié? Non, on publie. D'accord. On peut la télécharger. On peut télécharger, elle est dispo sur Firefox et sur Chrome. Et en fait, elle te met un petit avertissement si tu passes sur un des 2000 et quelques sites qu'on a référencés. Et par exemple, les 2 sites d'Harry Coutts, donc, qui sont 100% IA, on ne les flague pas parce que lui, il annonce la couleur. Sur toutes les pages, c'est écrit, ces contenus sont générés par une intelligence artificielle, sans supervision, etc. Quand l'IA est utilisée de façon responsable, tout va bien. Ouais. Et nous, on n'est pas du tout fermé à l'utilisation de l'IA par des rédacs. Au contraire, ce serait se tirer une balle dans le pied que de ne pas monter à bord du train. Mais le tout, c'est de le faire dans des usages responsables. Et qu'on soit un média, qu'on soit une agence de référencement ou qu'on soit un particulier dans son coin. Je pense qu'il ne faut pas... faut pas mentir aux gens, quoi. Non, c'est ça. Et puis, pour ce que tu disais aussi, derrière les questions de société, quoi. Quelque part, en fait, quand ça va se savoir, et je pense qu'on en parle de plus en plus, tu vois, je vois par exemple sur des images, des posts Facebook, etc., les gens commencent à se méfier quand même de plus en plus des contenus qu'ils voient. Donc, à un moment donné, ça va quand même poser un sérieux problème quand tu ne croiras plus rien de ce qui sera publié. Et ça pose d'autant plus le problème que, comme tu le disais au début de notre échange, les gens qui utilisent l'IA, ils montent en compétences. Et ils montent en compétences très très vite. D'abord parce que les modèles montent eux-mêmes en compétences et l'accélération est fulgurante. C'est clair. Mais les gens qui promptent, progressivement, ils apprennent à dire au modèle, justement, retire telle et telle tournure de langage, crée des variantes dans la façon dont tu fais ton accroche, traite les citations correctement pour qu'on puisse pas voir qu'elles ont été déformées, etc. Donc on a des prompts qui deviennent de plus en plus subtils et la détection va devenir de plus en plus compliquée. Je pense que notre boulot artisanal, bientôt, on aura des indices, mais pas assez pour être sûr que le contenu est généré flaguer, et avec le risque de flaguer un site qui au final est bon, etc. Donc voilà. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment s'emparer du sujet maintenant. Tu vois, je pense il faut y réfléchir maintenant et sensibiliser un maximum maintenant, parce que le phénomène va devenir de plus en plus diffus, de plus en plus difficile à délimiter. Ouais. Et voilà, ça me fait un peu peur, vraiment. Ouais, bien sûr, parce que surtout évidemment pris par une puissance étrangère, les fake news, etc. Tu peux te dire que, voilà, on va plonger dedans, on ne saura plus distinguer. C'est ça. On a évoqué le risque juridique, économique, un peu social. Quand je parlais de la santé, et puis il y a le risque sociétal. Sociétal. C'est ça. Tu vois, vous en avez identifié des sites comme ça en disant mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est pas forcément de la monétisation ou... On a identifié sur un des éditeurs, c'est pas forcément lié uniquement à l'IA, mais on a repéré un éditeur qui utilisait son réseau de sites, notamment pour faire la promotion d'une puissance étrangère. Voilà. Et ça, on va dire, c'est un indice tel quel. Mais il y a eu un cas pour le coup, très médiatisé. Je parlais tout à l'heure de Doppelganger. Je ne sais pas si tu te souviens de l'opération Doppelganger. C'est entre à peu près à l'été 2023, Viginum avait alerté là-dessus. Viginum, c'est l'agence justement de lutte contre l'ingérence des puissances étrangères dans le numérique. Et ils avaient émis une alerte pour dire qu'ils avaient détecté 350 clones de médias français qui avaient été créés pour faire de la propagande pro-russe dans le cadre de la guerre en Ukraine. Tu vois, 350 sites. Ouais. On est à une échelle industrielle. Ouais, c'est clair. Et demain, des opérations Doppelganger, il pourrait y en avoir d'autres. Et puis parce que c'est très facile. Et voilà, et puissance 10 générative. Et tu vois, là, je sais pas à quelle date exactement on va diffuser, mais j'entendais ce matin Trump et J.D. Vance qui, en gros, disent que c'est la faute de l'Ukraine si la guerre a été déclenchée. C'est fou. Tu vois, c'est fou. Et ben, on pourrait tout à fait imaginer qu'une administration américaine, par exemple, se dise, on va s'outiller sur le web pour que ce message, cette idée selon laquelle, en fait, c'est l'Ukraine qui a déclenché la guerre et non pas la Russie, on va lui donner du poids. Et on va donc mobiliser des centaines, des milliers de sites. Ouais. Et en utilisant les réseaux sociaux, etc., on va finalement en faire une espèce de lieu commun. Parce que tu l'as tellement lu, tellement entendu partout. Même si... plus sûr que ce soit pas vrai. Exactement. À force d'y avoir été exposé, finalement, ton esprit critique s'endort un peu et ça devient une idée admissible. C'est un peu la fenêtre de Bergson. Voilà, bien sûr. On en revient à ça. Donc, c'est des phénomènes qui ne sont pas nouveaux.
Mais qui sont facilités, tu l'as dit, ça prend 2 minutes. C'est ça qui est terrible. Voilà, et puis ça peut être fait par, c'est plus forcément besoin d'être une agence gouvernementale, etc. Tu peux être un mec fan de je sais pas, dans le mouvement MAGA, un peu technique, qui se dit bah tiens, je vais aider mon mouvement et peut le faire, quoi. Il y a plus besoin d'avoir des millions de dollars pour faire ça, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a, en tout cas à ce stade, donc on a créé une extension. C'est aussi pour ça qu'on s'est appuyé sur, j'aurais dû en parler tout à l'heure, mais on a fait valider un peu notre process par des gens qui ont déjà cette compétence-là, qui sont habitués à traquer, notamment les gens qui gèrent les sources acceptables sur Wikipédia, donc des gens qui savent aller gratter les indices, les mentions légales, etc., pour voir un peu qui est derrière un site. Donc on leur a fait valider un peu notre process. Et dans notre extension, on offre la possibilité de soumettre les sites ou les articles dont on pense qu'ils ont été générés par une IA. Donc il y a une dimension crowdsourcing, si tu veux, dans notre... On peut soumettre des sites et c'est vous qui validez derrière. Exactement. Nous, on les vérifie après derrière avec notre grille. Avec cette responsabilité-là de dire oui, non, etc. C'est pas évident et c'est presque un projet dans le projet, quoi. C'est un projet dans le projet, et là, pour le coup, de façon très prosaïque, je prends ma casquette de directeur de la rédaction, ça m'inquiète un peu parfois, parce que justement, le projet dans le projet peut prendre beaucoup de temps, et à côté de ça, on a quand même un média à faire tourner. Exactement. Et d'ailleurs, on va en parler du média. Est-ce que, sauf si il y a un autre sujet sur l'enquête que tu voulais évoquer, que j'ai pas évoqué. Et pardon, tu n'appelais pas au partenariat, mais on peut vous contacter. Ça, tu le dis, vous êtes ouvert. Si les gens veulent relayer, s'associer, aller plus loin, etc., on peut vous contacter pour vous en parler. Ah ouais, bien sûr, ouais, avec grand plaisir. On est vraiment très ouvert. Tu es assez disponible sur LinkedIn, notamment. Je suis disponible sur LinkedIn et on nous trouve facilement sur tous les réseaux. Bon, top. On va parler donc un peu de Next après donc cette enquête que vous avez fait. J'avais un média indépendant sauvé in extremis. C'est un peu l'histoire des médias, hein, c'est toujours. Mais malgré tout, il y en a quand même souvent qui sont sauvés. Comme quoi, il y a et de l'espoir et c'est quand même toujours un secteur qui attire. Next, donc c'est une longue histoire. Est-ce que tu peux, alors même si tu n'y étais pas, nous raconter peut-être un peu la jeunesse de PC Impact à l'époque, hein, je disais un blog. Et par le fameux et charismatique fondateur Teuf, Christophe. Et même Impact Hardware avant ça. Impact Hardware. Ouais, en fait, comme beaucoup des sites des médiathèques qui sont nés au tournant des années 2000, ça démarre vraiment comme un projet perso. Au départ, c'est une page perso. C'est vrai que c'est souvent. Alors, je pense spontanément à Presse Citron, Corben, etc. Exactement. C'est vraiment des mecs un peu passionnés qui est l'époque des blogs, quoi. Ouais, c'est un peu l'époque des blogs. Mais si tu regardes Hardware.fr, qui a été une référence dans le secteur, même s'il n'y a plus d'édito aujourd'hui, c'est né comme ça. Clubic est né comme ça. Frandroid est né comme ça. Numérama aussi. Enfin, Ratiatom à l'époque. En fait, au départ, c'est un geek passionné de son domaine. Donc là, en l'occurrence, le matériel informatique, et qui voit un boulevard devant lui parce que Internet lui offre la possibilité de parler de sa passion toute la journée et d'échanger avec des gens qui sont eux aussi passionnés par ce truc-là, par le biais des commentaires. Et donc, il y a des communautés qui se créent et PC Impact, donc Impact Hardware à l'époque, est né comme ça. Et en fait, le site s'est professionnalisé assez vite. Hein. Je crois que parmi les premiers journalistes qui sont arrivés, il y a Vincent, qui est toujours là aujourd'hui, qui est toujours dans la rédac. Il est arrivé en 2002, je crois, donc ça fait 23 ans. Voilà, ça fait plus de 23 ans quasiment qu'il écrit pour Next. Et puis, tous ces sites-là, finalement, ils ont un peu grandi ensemble, en fait. Ils se sont vraiment professionnalisés. Souvent, d'ailleurs, ils n'étaient pas créés par des journalistes, hein, d'ailleurs, au départ. C'est des gens qui baignaient plutôt dans la tech par goût, par aspiration, mais donc ils n'étaient pas du tout journalistes. Après, ils sont en contact avec les marques, ils reçoivent des communiqués de presse, il y a des annonces, des keynotes, etc. Voilà, et puis c'est parti. Et puis voilà, c'est ça, c'est parti. Et puis tu commences à mettre un peu de pub, et puis tu t'aperçois que tu peux arrondir les fins de mois. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, je gagne assez d'argent pour que ça vaille le coup de créer une structure, et puis peut-être que je peux faire cette activité à plein temps, puis recruter, etc. Et donc Next a je dis Next parce que c'est le nom actuel, hein, c'est celui qu'il faut qu'on imprime. Il y a eu un âge d'or jusqu'à à peu près 2010, qui était l'époque où la pub en ligne payait bien et où la comparaison de prix rapportait beaucoup d'argent. C'est-à-dire que le modèle économique de Clubic, PC Impact, comparaison de matériel pour trouver le meilleur prix. Exactement, c'est ça. En fait, tu faisais un test de carte graphique et à la fin de ton test de carte graphique, tu disais, voilà les prix chez les différents marchands. C'est exactement comme les modules d'affiliation aujourd'hui, hein, mais c'est juste qu'il y avait un intermédiaire qu'on appelait un comparateur de prix. Et puis, la donne a changé, on va dire, au tournant des années 2010, notamment parce que Google a créé son propre comparateur de prix. C'est l'époque où Calcou et compagnie se sont effondrés. Il y a eu des procès, d'ailleurs. Twenga a attaqué Google. Et donc, la comparaison de prix s'est un peu effondrée.
Et c'est un moment où dans les lectorats tech, c'est le début des ad blockers aussi, c'est les extensions qui permettent de bloquer les bannières publicitaires. Et la martingale c'est éteinte, c'est un peu tari, quoi. La situation est devenue un peu compliquée. Donc au niveau de PC Impact, ça n'a pas entravé le développement à l'époque, mais ça a impliqué une réflexion. Et la réflexion a été, c'était l'époque où Arrêt sur Image, Mediapart, etc. de se lancer avec un modèle payant. Et il y a eu cette idée de dire, puisqu'on a une communauté extrêmement fidèle, c'est un des marqueurs de Next, il y a une communauté de lecteurs extrêmement fidèle, on va essayer de capitaliser sur l'abonnement. Et la logique de Christophe à l'époque et de l'équipe dans son ensemble, ça a été de dire on va être très raisonnable sur la publicité. On va pas faire du tout de publicité intrusive, des vidéos en autoplay et compagnie. Mais par contre, on va essayer de compenser le fait que la publicité ne rapporte pas énormément par de l'abonnement. Il faut savoir que Next, au départ, parlait de matériel informatique. Très vite, ça a dérivé, on va dire, sur le web et la société numérique dans son ensemble, et notamment les sujets qui sont liés au juridique, notamment par l'entremise de Marc Ress, qui est l'ancien rédacteur en chef de Next, qui est aujourd'hui parti chez l'Informé, qui a été une des références dans le paysage médiatique francophone sur le traitement de sujets comme DAD-VSI à l'époque ou Adopi après. Tu vois, des sujets comme ça. Next a vraiment été en pointe sur le sujet. Il y a eu beaucoup de scoops sortis sur ces sujets-là. Donc voilà, il y avait une communauté très très forte et la volonté de passer sur un modèle payant. Après, je te fais très rapide, parce que il y a eu beaucoup de hauts, de bas. Il y a eu une période de développement assez importante, notamment parce que la pub était encore là et que le modèle premium fonctionnait bien. Il y a probablement eu quelques erreurs de gestion et quelques erreurs stratégiques. Et on les paye cash dans une petite structure. Exactement. Et à nouveau, la situation s'est compliquée et elle a commencé à vraiment se compliquer à partir de 2018-2019. Et Next est rentré dans une époque, je pense, qui a été très difficile pour l'équipe en place. Enfin, ceux qui sont encore là aujourd'hui en parlent. Tu sens qu'il y a des trémolos dans la voix. Qui était une période où Next a commencé à appeler à l'aide. Il y a eu des projets d'abord, il y a eu des magazines lancés sur Ulule, etc., qui étaient une façon de faire rentrer de la trésorerie, et qui ont très bien fonctionné d'ailleurs. Voilà, du crowdfunding avec une vraie promesse, parce qu'il y avait un bel objet papier avec de l'info intéressante dedans. Mais ça ne marche qu'une fois, 2 fois. Ouais, c'est des one-shots. C'est ça. Et il y a eu vraiment des appels à l'aide, quoi. Genre, abonnez-vous, non pas parce qu'il faut lire Next, mais parce qu'il faut soutenir Next. Ouais. Et, tu vois, et là, dans le discours, il y a une inflexion qui est mortifère, en fait. Quand tu commences à appeler à l'aide, et ça s'est doublé. Il y a des manières de le faire, en tout cas, marketing, etc. Mais c'est jamais évident. En tout cas, ce changement où tout allait bien et d'un coup, tu te dis, en fait, on n'est pas si fort que ça. Oui, ça peut être un peu compliqué à vivre en interne. Je pense que c'est difficile à vivre en interne et au bout d'un moment, ça va quand tu le fais 1 fois, 2 fois. C'est un peu comme le crowdfunding, tu vois, pour te renflouer un peu. Mais il y a un moment où ton lectorat fatigue, en fait. Parce que tu lui as demandé son aide plusieurs fois. Tu lui as déjà proposé. Puis 6 mois après, tu rappelles à l'aide. Voilà, faut remettre au pot et tout. Et ce qui est quand même à noter, c'est que chaque appel à l'aide a été suivi par les lecteurs de Next. Tu le disais, mais vous avez une communauté de dingue. On a une communauté, et encore aujourd'hui, on a une communauté absolument dingue, et qui fait d'ailleurs, quand tu regardes l'audience de Next aujourd'hui. Tu peux nous donner quelques chiffres un peu d'audience ? Ouais, bien sûr. En tout cas, le chiffre qui est exceptionnel, c'est que 50% des accès sont directs sur Next. Les gens, voilà, ils viennent pas via Google Discover. Exactement. 50% du trafic, c'est des gens qui tapent Next dans leur barre de moteur de recherche ou qui utilisent les flux RSS ou qui passent par un favori. Et donc, pour te donner quelques chiffres, aujourd'hui, on fait un peu plus d'1 million de visites par mois. Et on a à peu près 4000 abonnés payants, en sachant qu'on a un abonnement à 80 € par an et qu'on ne fait plus de promo. Parce qu'un des autres phénomènes qui a flingué, je pense, Next, qui là pour le coup a été une erreur stratégique, c'est qu'il y a eu beaucoup de promotions avec des incitations à s'engager, à s'abonner, sur des très très longues durées. Genre à vie ou sur 1 an, 2 ans. Il y a eu des abonnements à vie, alors ça il y en a vraiment que quelques-uns, donc c'est anecdotique. Mais par exemple, tu pouvais pour quelques dizaines d'euros cumuler 4-5 ans d'abonnement. Le problème, c'est que si c'est des hardcore users, derrière tu leur peux plus rien leur demander, quoi. Exactement. Et c'est ça en fait qui a été terrible, c'est que pour avoir finalement du cash flow à très court terme, en fait, on a un peu grippé la mécanique parce que l'argent a été donné une fois et ces gens-là, ils estimaient qu'ils avaient payé leur abonnement, ils avaient une remise pour leur ancienneté, etc. Or, c'était les hardcore users, ceux qui, a priori, étaient les plus enclins. Auraient été prêts à payer plus régulièrement. À payer tous les mois ou tous les ans. Ouais. Et donc ça a été une erreur assez terrible et qui a précipité donc une forme de fin. Donc là, on est à l'été 2023. Ouais, juin 2023, vous annoncez l'arrêt du média. Exactement. Juin 2023, Christophe fait un billet, là, pour le coup, extrêmement alarmiste, dans lequel il dit, Next va vers le dépôt de bilan.
Et c'est là qu'intervient donc Ferdinand Chevran-Breton, qui est donc un entrepreneur dans les télécoms. Il est le patron d'un opérateur B2B qui s'appelle Moji. Il intervient, il contacte Teuf, donc Christophe No, et il lui propose de racheter le média. Et voilà, et de le reprendre à son compte. Quel fou! Quel fou, hein. Il savait pas. Et c'est vrai que j'ai cherché, comme je te le disais, j'ai pas trouvé grand chose sur ce Ferdinand Chevran-Breton, mais en tout cas le sauveur, donc lecteur passionné de Next, il rachète les parts donc du fondateur et relance la machine. Ouais, exactement. Bah c'est ça. Ça a changé la donne. Bah en tout cas, lecteur passionné qui se dit, moi je veux pas voir mon média de cœur mourir. Et a priori, il estimait avoir les moyens de faire quelque chose, et donc il se lance, je pense de façon effectivement pas forcément très calculée, parce qu'en vrai, c'est pas rationnel de racheter un média qui est déjà au bord du dépôt de bilan, quand toi-même tu n'es pas un entrepreneur des médias. Des médias. Mais je pense que pour lui, c'était un geste à dimension RSE un peu. Ouais. C'était vraiment... je soutiens une presse indépendante qui a une utilité dans le débat, dans la société. Exactement. Il voulait pas voir mourir la voix de Next, parce que Next cultive une voix un peu différente de celle des autres médiathèques. Et donc, il reprend le site et il présente un plan d'action qui est je vais gommer les frais de structure du site en les faisant absorber par ma boîte. Donc, en gros, il n'y a pas de... Il n'y a pas de frais d'hébergement. Il n'y a pas de frais d'hébergement. Alors évidemment, il est opérateur télécom et il a un data center, donc c'est facile. L'espace serveur ou la bande passante sont relativement facile à fournir. Mais tu vois, par exemple, il n'y a pas de ressources humaines, il n'y a pas ce genre de choses. On va dire, les frais de structure sont gommés. Lui-même ne se verse pas de salaire alors qu'il passe beaucoup de temps sur Next. Et il met à profit une partie des ressources dont il dispose chez Moji, notamment les développeurs, pour mener une mission commando de migration technique du site. Parce qu'il faut savoir que Next était géré par un développeur qui était interne. Et c'était, pour le coup, un développement qui a duré pendant 10 ou 15 ans, géré par le même mec. Donc une énorme dette technologique. C'est ça. Et surtout, un truc impossible qui était plus du tout au standard. Le site était très bien, il était tout à fait utilisable, mais il était impossible à maintenir si tu n'étais pas celui qui l'avait conçu. Ouais, c'est terrible, ça. Et donc, là, il n'y avait pas le choix. Et d'ailleurs, il a eu le courage de le faire très, très vite. Il fallait donc une migration technique. Ouais. Donc, on a fait le choix de WordPress. C'était un bon choix. Oui, en tout cas, aujourd'hui, moi j'ai pas de raison de le regretter. Il a fait le choix de WordPress et il y a eu vraiment une migration. Je pense qu'ils ont fait on parle de crunch dans le monde du jeu vidéo, pour les séquences de développement où tu travailles nuit et jour. Ouais. Je pense que les devs de Moji l'ont vécu un peu comme une période de crunch parce qu'il a mis une pression évidemment très très forte pour que ça sorte. Et donc il y a eu cette migration technique et il y a eu la décision de changer la marque qui était Next Impact, écrit IN. Qui est un truc que moi, en tant que lecteur et que fervent admirateur et soutien de Next depuis des années, je n'ai jamais compris. Tu vois, une marque avec une faute d'orthographe aussi grossière, qui fait que tous les médias de la presse gênée, quand ils citaient une info Next, ils écrivaient Next Impact IM. M, bien sûr. Parce que, évidemment, quand tu écris le mot impact, c'est le M qui devient sous la 1. Bon, cette marque, je l'ai jamais comprise. Et donc là aussi, il a fait le choix de trapper la marque, en tout cas de faire disparaître le Impact, qui était un peu une marque de fabrique. Ça, c'est aussi un sacré choix. Ouais, mais je pense que c'était un choix courageux, un peu impulsif, mais qu'il fallait faire. Mais donc, cette migration, donc, elle intervient fin 2023. Et autant dire que quand tu changes de marque, que tu fais une migration technique dans l'urgence, tu chamboules tes lecteurs. Autant dire que tes lecteurs, quand ils sont très fidèles, ils sont attachés à la marque, ils sont attachés au site, etc. Donc, le simple fait de présenter une nouvelle version... Et déjà, le fondateur qui était quand même très incarné. Ouais, exactement. Le fondateur part et plusieurs des journalistes emblématiques, je parlais de Marc Ress tout à l'heure, Marc était parti. Marc était un des piliers de Next, considéré comme, c'était le rédac chef, quoi. C'était celui qui portait la promesse édito du site. Et donc, migration technique, avec ce que ça implique, changement de nom de domaine, avec ce que ça implique aussi de risque en termes de chamboulement au niveau du référencement, visibilité Google et compagnie. Et le calcul de Ferd à l'époque, ça a été de se dire, on fait le grand soir tout de suite pour construire le plus vite possible des bases qui soient pérennes. Ouais, quitte à perdre un peu de monde, mais on repartira sur une nouvelle base. Et puis au moins, on est sur des bases propres et on se donne un nouvel objectif qui est de remettre Next à l'équilibre et d'en faire la référence des médiathèques en France. Avec une ligne éditoriale, tu disais un peu différente. C'est quoi la ligne éditoriale aujourd'hui de Next ? Qu'est-ce qui vous distingue au-delà du ton ? En fait, notre promesse éditoriale, c'est pas de faire toute l'infotech, ce que font beaucoup des sites gratuits, parce qui drivent à l'audience, qui cherchent à relayer tout, y compris les rumeurs, des modèles etc. d'audience, quoi. Parce qu'on est sur des modèles d'audience. Nous, on n'est pas sur des modèles d'audience. Donc notre modèle économique, c'est 100% abonnement. Et finalement, le fondateur vient juste compléter ce qui manque pour le temps d'arriver à l'équilibre. Donc c'est un abonnement soutenu par un généreux mécène.
Mais en tout cas, c'est un modèle de pur abonnement. Donc nous, on n'est pas dans la génération d'audience. Et notre promesse, c'est de dire sur Next, tu vas trouver tous les jours ta daily dose d'infotech, tout ce que tu dois savoir dans la tech aujourd'hui, soit sous forme de bref, parce qu'il y a des infos qu'on ne peut pas traiter, soit sous forme d'infos analysées, parce qu'on est une petite équipe, mais on est une équipe de journalistes experts et on sait creuser les sujets. Et quand on s'attaque à un sujet, on ne se contente pas de reprendre The Verge ou TechCrunch. On va systématiquement chercher 2, 3, 4 autres sites. On va remonter à la source de l'info. On va te donner tous les liens pour y remonter. On va solliciter des experts, etc. pour donner l'éclairage. Et donc, on essaie d'amener une vraie valeur ajoutée, une vraie expertise dans cette info-là. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de dire, tous les jours, on t'amène ce qu'il faut savoir dans la tech aujourd'hui. Ok, et avec un ton particulier ? Et avec un ton particulier, qui est un ton de sérieux, qui essaye de pas se prendre trop au sérieux. Je pense que la plus belle incarnation de ça, c'est si tu vas sur la home de Next. Allez tous d'ailleurs sur la home de Next, évidemment. Je l'ai pas dit, c'est next.inc. Oui, next.inc. Alors là, on disait les fautes d'orthographe, effectivement, mais .inc, je crois que c'est mon premier .inc. J'en avais jamais vu. Donc c'est vrai. C'est pas simple non plus, ça. Non, c'est pas simple. Pourquoi pas .media ? Bon, après, j'imagine que c'est comme ça. Vous n'allez plus changer. Là, maintenant, on peut pas. Évidemment, on aurait adoré next.com, mais bien sûr, sur les extensions communes, c'est déjà c'est mort. Next Media, je me souviens plus s'il était libre. Le Inc, c'était sympa parce que ça, évidemment, il y avait la plume, l'encre, le côté plume, encre. On trouvait que c'était rigolo. C'était un pari là aussi. C'est un choix qui a été fait un peu vite. Peut-être que dans quelques années, on se dira que c'était pas le meilleur. En tout cas, c'est next.inc. Mais oui, écoutez, que vous allez voir, c'est next.inc. Je mettrai bien le lien. Ça vous fera un lien en plus vers le site. Super, merci. Et donc, si tu vas sur la home, tu verras que la plupart de nos actus sont illustrées à la fois dans le flux et en tête de l'article par des dessins, des illustrations. Et elles ne sont pas générées par IA, elles sont faites par Flock, qui est un dessinateur de presse et illustrateur, qui est employé, qui est membre de la rédaction. Et je pense qu'on est une des seules rédacs web de France à pouvoir se targuer d'avoir un dessinateur en CDI à plein temps dans notre équipe. Et Flock, que moi je connais depuis 20 ans, et que j'avais fait rentrer chez Clubic à l'époque, parce qu'il dessine pour la tech depuis très très longtemps. C'est niche, ça, dessin de presse dans la tech. Ah, c'est sa niche. Mais en même temps, il y a plein de sujets et ça manque pas. Eh ben, tu vois, ça fait 20 ans qu'il le fait. Les dessins qui sont très drôles. Et il trouve toujours de l'inspiration, et donc c'est génial. Et donc voilà, on essaye de cultiver un ton effectivement un peu différent, parfois un peu irrévérencieux, justement, notamment par le biais de ses dessins. Il y a une chronique hebdomadaire aussi de Flock tous les samedis que je vous encourage vivement à aller consulter. J'espère que vous le ferez. Je reviens sur le modèle, donc 100% abonnement, pas de pub ? Pas de pub, pas d'affiliation, pas de billets sponsorisés, tout ce que tu veux de brand content. Et vous avez un responsable marketing, puisqu'en fait, c'est un truc, tu vois, quand tout ton modèle économique est là-dessus, vous êtes bon en collecte de data, sur la conversion, sur les paywalls, etc. Alors, c'est là que tu vas voir qu'on est quand même un peu utopiste chez Next, c'est qu'on ne collecte pas de data. Il se trouve que dans les sujets... on a quelques valeurs cardinales chez Next, qui se ressentent d'ailleurs dans l'édito. On est, je pense, assez bon sur le traitement de tous les sujets liés à la vie privée sur Internet, et notamment la gestion des données personnelles. C'est un de nos chevaux de bataille. La réglementation du numérique en est un autre. Mais quand tu vas sur Next pour la première fois, il n'y a pas de bandeau qui te demande d'accepter les cookies. Il n'y en a pas de CMP, il n'y a pas le fameux cookie, parce qu'on a un unique cookie, qui est un cookie fonctionnel, qui est juste celui qui nous permet de pas se loguer à chaque fois. Voilà, de pas te loguer à chaque fois. Et on gère l'audience via Matomo, donc évidemment c'est géré chez nous, sur notre serveur, et avec le niveau maximal d'anonymat qu'on peut mettre sur Matomo. Donc, on n'a pas de responsable marketing. Aujourd'hui, c'est un peu un work in progress. C'est moi qui me charge de ce sujet-là, et très clairement, on est au début de ce chantier. Mais ce qui est sûr, c'est que on part avec un certain handicap, parce que justement, on connaît assez bien nos lecteurs hardcore users, parce qu'on les côtoie depuis très longtemps, et qu'on peut les solliciter et échanger avec eux très régulièrement. Mais par contre, on a très peu d'outils, en tout cas très peu de data, pour créer des personas ou autres. D'accord. Paywall dynamique, etc. Non, on fait pas. Et non, on fait pas parce que Parce que ça sous-entend, de collecter, de savoir qui et combien d'articles il a lu, etc. Voilà, on le fait pas. Et toi, j'ai beaucoup... à l'époque où j'étais chez Place Eco, on avait regardé ce que faisait Pool. Des voisins bordelais. Exactement, voisins bordelais. Et je trouve la techno géniale, et je trouve le système du paywall dynamique super.
Et si j'étais sur n'importe quel autre média que Next, première chose que tu ferais, c'est probablement l'une des premières choses que je ferais. Mais chez Next, non. Parce qu'on a un côté un peu... un côté, je pense, un peu jusqu'au boutiste. Tu peux pas, effectivement, traiter de ça toute la journée. Et puis derrière... mais voilà. C'est un peu compliqué. Je me souviens, Arte avait un peu le même problème parce qu'ils avaient fait plein d'enquêtes sur ces sujets-là. Ils étaient c'est pas piégés, mais en tout cas, essayer d'être droit un peu par rapport à tout ça. Et ça n'aide pas, évidemment, dans le business. Donc aujourd'hui, vous arrivez à convaincre les gens de s'abonner. C'est quoi les challenges par rapport à ça? Conversion, vos objectifs. Est-ce que ça bouge depuis cette nouvelle version de Next? Ouais, bien sûr, ça bouge. Ça bouge. Et il faut voir que les audiences de Next ont été malmenées quand même. Je t'évoquais la reprise, le changement de marque. Et puis, en interne, ça a été difficile, en fait, parce que les derniers mois, voire les dernières années avant la reprise, il faut bien imaginer que les journalistes, ils bossaient avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et c'est pas là où... payer du mois, quoi. C'est pas dans ces conditions-là que tu te défonces pour sortir les meilleures enquêtes du monde... ou de faire du temps réel sur certains événements ou je ne sais quoi. Donc il y avait quand même une forme un peu de démotivation. Et moi, ça a été un de mes premiers sujets quand je suis arrivé. Je pense que la motivation était revenue, mais en tout cas, ça a été d'essayer de redonner une dynamique, un esprit de corps un peu à la rédaction et de remettre un peu de process dans une rédaction qui finalement s'était un peu installée de façon organique dans des modes de fonctionnement qui étaient probablement pas optimaux. Ouais. Et ça porte ses fruits. Je pense que cette enquête en est une des... l'enquête dont on parlait tout à l'heure, on est une des illustrations. On n'aurait peut-être pas pu la faire avant, ou en tout cas pas avec un tel niveau de profondeur. Le chantier numéro 1, c'était retrouver un édito qui ait de la gueule. Et un site qui soit attractif, avec des bonnes infos tous les jours, et une volumétrie qui réponde à ce qu'attendent nos lecteurs. Et ça, c'est on va dire un premier... On a atteint, je pense, un premier step, là, qui est pas mal. Et ça se voit au niveau des audiences, et ça se voit, pas assez malheureusement, mais un peu au niveau des abonnements, où notre solde d'abonnement, malheureusement, continue à descendre parce qu'en fait, on paye le fait de ce que j'évoquais tout à l'heure, des abonnements sur des très très longues durées. Formule. Voilà, et qui du coup ne nous lisent plus, en fait. Et leurs abonnements se terminent et ils ne renouvellent pas parce qu'ils sont plus lecteurs. Et c'est là, pardon, je fais une mini aparté, je vais venir te chercher, c'est pareil sur le marketing. Ces gens, tu le sais, qui vont se désabonner. Vous avez leur mail quand même, non? Tu peux pas leur écrire en leur disant coucou, on a changé, viens, teste, c'est cool. Ça, on va quand même on va quand même évidemment le faire. On va le faire, on va aller au maximum de ce qu'on peut faire. Dans un respect très strict du RGPD, etc. Et donc, la sollicitation par email, avant la fin de l'abonnement. Voilà, c'est ça. Avant la fin de l'abonnement, ça fait partie évidemment des leviers qu'on va mettre en place. Mais effectivement, vous avez quand même tellement changé que des gens s'en sont détournés, sont plus du tout dans le projet Next et voilà, ils sont perdus. Et là, aujourd'hui, nous, on a plusieurs motifs de satisfaction. Le premier, c'est de voir que les revenus qu'on monitore au jour le jour, ils retrouvent une courbe ascendante. Donc ça, c'est bon signe. On voit revenir des lecteurs, des gens qui étaient abonnés, historiques. On peut voir depuis combien de temps, à quel moment un compte a été créé. On voit des gens qui reviennent dans les commentaires, par exemple. Okay. Des gens qui avaient déserté le site et ils reviennent. Donc ça, pour moi, c'est le signe d'un édito qui refait mouche. On réintéresse des gens qui ne venaient plus sur le site. Mais on a évidemment un énorme travail à faire, à la fois de conquête et de conversion, parce qu'on a aussi beaucoup de gens qui, aujourd'hui, se connectent à leur compte, mais ne sont pas abonnés. Et donc, il faut évidemment qu'on entraîne ces gens-là vers l'abonnement payant. C'est le challenge 2025 pour nous. C'est le challenge 2025. Donc, si je te dis, voilà, les projets pour 2025, c'est ça, la réponse. C'est stabiliser la production éditoriale, garder un peu ce ton, etc. Mais surtout, convertir maintenant des abonnés. Sur l'édito, c'est continuer. Enfin, on n'a jamais fini de s'améliorer. On a un chantier quand même toujours sur le site. On a un site aujourd'hui qui est différent des sites médias, parce que nous, on a une logique de flux. Les geeks, ça aime les flux RSS. Et donc, on a un site qui est construit sous une forme très chronologique. Il faut qu'on offre d'autres portes d'entrée de nos contenus. Il faut qu'on arrive notamment à faire vivre mieux nos archives, etc. On a beaucoup de réflexions autour de la dimension communautaire du site. C'est un des trucs qui impressionne beaucoup mes anciens collègues, par exemple, quand je leur parle de Next. C'est de voir que sous des articles, on a très régulièrement 50, 100 commentaires. Et quand tu vas regarder les commentaires en question, c'est pas juste « Oh, c'est nul » ou « Oh, c'est con » ou machin. On a des gens qui discutent. D'ailleurs, qui très souvent vont plus loin que le contenu de l'article, notamment sur des sujets scientifiques ou techniques. Et ça, c'est une des grandes forces de Next et il faut qu'on continue à capitaliser là-dessus. Donc, on a encore des évolutions à faire sur le site. Il faut que le fond soit top niveau, mais il faut que la forme soit top niveau. Et puis, on a ce sujet, disons, marketing au sens large, clairement.
On a une refonte du parcours d'abonnement qui est indispensable. Aujourd'hui, tu vois, ça, c'est un truc qui a été fait par des devs et qui n'a pas été pensé avec un œil UX. Écoute, tu as compris, mais je pense qu'effectivement, vous avez fait ce constat-là. Le site est chouette, mais il y a encore plein de choses à faire. On l'a pas dit, mais il y a aussi des forums qui fonctionnent très bien. Non, des forums qui sont en perte de vitesse, malheureusement. Et on a un sujet technique sur les forums. Ils étaient imbriqués avec l'ancienne architecture technique. Et là, pour le coup, à la migration, c'était pas possible de garder ce lien. Donc là, aujourd'hui, on a un sujet sur le forum qui s'étiole, malheureusement. C'est con, parce que ça, c'est un truc dont je crois beaucoup, les forums. Ouais, ben oui, je pense. Mais bon, il faut animer, etc. Mais si vous pouviez faire revenir les forums sous les articles, enfin, trouver une nouvelle manière de lier et de faire interagir les gens, c'est comme une de vos forces, quoi. En tout cas, c'est une de nos forces de faire vivre une communauté et de la faire vivre de façon apaisée, parce qu'on a des commentaires aussi où il y a très peu de modération. C'est important à souligner. Et on en discute beaucoup avec Ferdinand. On a des envies là-dessus. On a des envies qui pourraient dépasser Next, mais c'est des sujets plutôt de moyen ou de long terme. Beaucoup trop tôt pour en parler. Tu viendras en reparler. On arrive à la fin de cet épisode. J'ai encore 2-3 petites questions pour toi, plus en se projetant. Où est-ce que tu vois Next dans 10 ans? Est-ce que vous aurez été racheté par Google? Vous serez devenu un site généré par IA pour économiser sur votre masse salariale? Tu te vois encore où est-ce que tu vois Next et est-ce que tu t'y vois toujours, toi? Moi, je ne sais pas où je serai, mais Next sera toujours indépendant dans 10 ans. En tout cas, indépendant éditorialement. Je pense que c'est dans l'ADN et c'est pas possible, en fait. Next peut pas vivre dans un grand groupe ou dans une agence web ou autre. Après, est-ce que ce sera toujours entre les mains de Ferdinand ou est-ce que ce sera passé aux mains d'une scope de journalistes? J'en sais rien. Mais je pense que Next sera toujours là parce qu'on va remporter notre pari. Et je pense que Next sera toujours indépendant. Et je pense que Next fera une utilisation intelligente de l'IA. Ça, c'est bien. Il faut l'embrasser quand même. Bien sûr, ouais. Tu l'as dit plusieurs fois, donc j'ai aucun doute là-dessus sur le fait que vous l'utilisiez intelligemment. Rien à voir. De dernières petites questions pour toi. Quels médias tu lis au quotidien? En dehors de Next, évidemment. Ouais, alors c'est compliqué parce que je lis beaucoup les médias dans une optique de veille, donc je ratisse très très large. Si je devais te donner deux... médias de cœur, peut-être. Ouais, non, deux médias aucun de cœur. rapport, hein. Je citerai 404 médias dans le paysage tech US qui est particulièrement en ce moment fait un travail de réflexion sur justement les enjeux du numérique et les dérives du numérique. Et à la lumière un peu de l'élection de Trump, notamment. Bien sûr, notamment en ce moment avec le Doge, avec le Doge, Trump et compagnie, mais même avant, ils partagent, ou plutôt on partage avec eux la préoccupation pour les données personnelles et les sujets de type vidéosurveillance algorithmique, etc. et un peu de sensibiliser aux dérives de ces technos. Et 404 fait un travail qui est vraiment de très très haute qualité sur le sujet. Et si je devais te parler d'un média français, je pourrais te parler d'une découverte, parce que ça existe depuis un moment, mais moi je viens de le découvrir, c'est les surligneurs. Oui. Ouais, je les ai eus sur le podcast. Ah, ok. Ouais. Sur sorte un peu sur le côté légal législatif. Ouais. Un super boulot. Et je trouve cette approche vachement intéressante. Tu vois, de gens qui sont pas du sérail, en fait. Ils sont pas forcément journalistes. Non, ils sont avant tout spécialistes du droit. Et tu vois, moi, je trouve ça très, très chouette. Et d'ailleurs, dans la tech, beaucoup de bons journalistes tech aujourd'hui, ils ne viennent pas du sérail, ils n'ont pas fait d'école de journalisme, ils sont avant tout des passionnés de tech, et puis ils ont appris le journalisme un peu sur le tas. Et je trouve que dans les surligneurs, représente un modèle super intéressant et très utile en ce moment, quand on voit le niveau des débats politiques et législatifs. Ils ont leur place. Et la toute dernière question, qui est un peu le gimmick du podcast, est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Ouais, alors je sais pas si c'est un truc cool, mais j'ai un truc à recommander. Okay, j'ai eu tout type de réponse là-dessus. Mais c'est pas cool parce que c'est pas mais c'est très sérieux. Mais je recommande le visionnage du documentaire Les Sacrifiés de l'IA, qui a été diffusé, qui est disponible sur la plateforme France Télé et qui est passé sur France 2, je crois, début février. Documentaire d'Henri Poulain, coécrit avec Antonio Casilli, qui réfléchit beaucoup sur l'IA. Et c'est un documentaire d'1 heure environ qui montre le quotidien des petites mains des travailleurs de l'ombre qui ont entraîné les modèles genre d'IA. Kelly Culture, etc. Exactement. Et les gens au Nigeria, à Madagascar, etc., qui ont été payés des misères pour analyser des images et apprendre aux algorithmes à déterminer notamment quels sont les contenus qui sont acceptables ou pas acceptables. Ça, c'est dingue. Et en fait, je trouve que le documentaire
il est évidemment assez poignant parce qu'il y a des situations qui sont très, 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 très difficiles, mais il a le mérite, et ça, je pense que c'est vachement important à rappeler, il a le mérite de rappeler que l'IA, c'est pas que du virtuel et que les ressources, derrière, il y a des ressources physiques, hein, on parle de data centers qui consomment des matériaux, des terres rares, qui consomment de l'énergie, qui consomment de l'eau, mais il y a aussi des ressources humaines. Et tu vois, quand on parlait des sites générés par IA, un des trucs qui me désole dans ce phénomène, c'est que justement aujourd'hui, ça coûte quelques euros, quelques clics, de remplir le web, d'inonder le web de pages qui seront jamais lues par personne. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a quand même un coût derrière. Même si ce coût, il est assez ténu, c'est quelques euros, c'est quelques kilos de CO2. Mais te dire que ce sera jamais lu par personne, tout ça est fait de manière automatique et pour personne. Et bien parce que ça crée pas de valeur. Perte. Ça ne crée pas de valeur, ça crée rien, quoi. Ça crée juste du bruit. Et je trouve que c'est dommage. Et donc, à cet égard-là, vraiment, je recommande les sacrifiés de l'IA. Mais je dirais pas que c'est un truc cool. Non, mais intéressant en tout cas. Je suis sur la plateforme donc, de France TV en replay jusqu'au 17 juin 2025. Donc ça laisse un peu de temps quand même pour aller regarder ça. Et ben écoute, on arrive au bout de cet épisode. Donc Alexandre, je te remercie pour ton temps. Bravo pour cette aventure. Bravo pour cette enquête. N'hésitez pas à aller la lire. Et puis en plus, vous mettez à jour régulièrement. Il y a des nouveaux articles qui sortent sur le sujet. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Next.inc. Et puis on suivra l'évolution du média. Je vous souhaite le meilleur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, François. Merci à toi, Alexandre. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.